voulais vous remercier à tous de participer à cette énième table ronde sur l'IA et l'IA générative. Donc, spécifiquement dans la relation client, on ne va pas s'étendre parce qu'il y a tellement de sujets autour de l'IA. Et donc, on veut vraiment être pragmatique dans notre présentation, avec des retours d'expérience. Alors, vos interlocuteurs lors de cette table ronde, bon, pour l'instant, j'ai l'impression que Serge ne nous a pas encore rejoint, mais il va arriver. Je vais commencer par moi parce que je suis l'organisateur de cette table ronde. C'est pas super poli, mais tant pis. Donc moi, j'ai plus de 20 ans d'expérience dans la relation client. J'ai fondé Arandis il y a une dizaine d'années, donc entre mes expériences chez des éditeurs et voilà, donc des expériences en freelance. J'ai fondé Arandis dans l'idée, fort de mon expérience dans la gestion de grands comptes, d'accompagner les clients dans le choix des meilleures solutions multicanales, euh, et donc en assistance maîtrise d'ouvrage. Voilà, donc l'idée c'est de vous accompagner avec les bons prestataires pour le choix des meilleures solutions possibles. Voilà, je te passe la parole, Frédéric. Alors bonjour à tous. Alors, merci Arnaud de nous avoir invités aujourd'hui. Donc je m'appelle Frédéric Canavet, je travaille chez Eloquent. J'étais pendant de longues années product manager sur les bots et j'ai mis en place quelques dossiers de callbot, chatbot chez Eloquent. Eloquent, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est éditeur de solutions de centres de contact omnicanal, dont les bots et dont l'IA, et également éditeur de solutions de feedback management, donc d'écoute client et collaborateurs. Et c'est vrai que l'IA fait partie de nos outils. Et c'est vrai qu'Arnaud nous a dit, bah voilà, moi j'aurai la vision macro. Est-ce que toi, Frédéric, tu peux donner un petit peu la vision éditeur avec la pratique, comment ça se pratique en vrai dans les logiciels? Et bien tout simplement, c'est ça ce que je vais essayer de vous donner avec une dizaine de conseils pour mettre en place l'IA dans votre relation client. Olivier, passe la parole. Ah, il est en mute. Ah, Olivier, il faut que tu actives ton micro. Ou Arnaud, tu l'actives. Hop, ça y est, c'est bon. Bonjour à tous. Je salue les nouveaux arrivés, dont Serge est bien parmi nous, je viens de le voir passer. Bonjour Serge et bonjour à tous. Donc Olivier Pellevoisin, je suis le fondateur et le directeur associé, le premier directeur associé de Oswego Conseil, qui est un cabinet qui est spécialisé dans les opérations de relations clients et dans cette spécialité-là, dans les centres de contact, pardon. Donc, on accompagne tout type d'entreprises, des grands comptes aux startups, en passant par les ETI familiales au travers de quatre pratiques. On travaille d'une part sur tout ce qui est audit, et c'est ce dont je vous parlerai ce matin. On travaille bien entendu sur le management de transition avec des missions de plus ou moins longue durée en fonction des besoins, tout ce qui est gestion des projets, le PMO, et puis on a un morceau de formation. On est assez modeste en formation. On travaille sur la formation des managers pour le pilotage industriel des centres de contact. Voilà, j'en dis pas plus. Et je pense que je dois passer la parole à Serge maintenant. Exactement, Serge. Merci de nous avoir Bonjour à toutes et à tous. Ravi de partager ce webinar à distance avec Olivier, Frédéric, et merci Arnaud pour l'invitation. Donc, je suis Serge Martin, je travaille chez Engie dans la partie grand public, dans tout ce qui est commercialisation d'offres d'électricité et de gaz vert, services, options, équipements. Et j'ai en charge plus précisément l'ensemble de nos centres de relations clients pour nos clients français, qui se composent de deux parties. Nos centres de relations clients internes Engie, 6 sites en France avec des collaborateurs, encore une fois Engie, à peu près 400 personnes. Et puis également une partie qui est externalisée auprès de partenaires. Donc, je vous partagerai un peu où en est Engie par rapport à ce sujet d'actualité qui est l'IA, et puis quelles sont les interactions possibles et un peu l'état du marché côté partenaire. Encore une fois, ravi d'être avec vous et merci beaucoup Arnaud pour l'invitation. Merci Serge. Donc, on passe à la suite. Déjà, les objectifs de cette rencontre. Déjà, l'IA générative, l'IA et l'IA générative, on entend parler que de ça. Donc, tous les participants, je tiens à vous remercier de venir vous intéresser à nouveau à ce sujet. Donc, il se veut
très pragmatique. Moi, j'ai voulu voir quel était l'apport de l'IA dans la relation client et surtout savoir où on en est aujourd'hui, où nous allons aller, qu'est-ce qui est réellement opérationnel. En tant que tous acteurs de la relation client, on sait à quel point un client est difficile à acquérir, je dirais, et puis à satisfaire. Donc, qu'est-ce qui marche aussi autour de forte volumétrie, et puis où nous allons aller à court, moyen, long terme autour de l'IA et l'IA générative. Donc, pour ce faire, avec les 4 intervenants, on va refaire un constat d'existence que je vais porter moi-même, la démarche avec Olivier, voilà, l'offre avec Frédéric, et puis la vision plus opérationnelle grâce à Serge. Il peut y avoir 4 parties. Donc, si on commence par le constat. Alors, moi, j'ai eu à cœur lors du salon All for Customer de suivre les interventions autour de l'IA, de discuter avec les prestataires. Et mon constat, c'est que les fondamentaux bougent pas, en fin de compte, hein. On est toujours un petit peu dans le même paradigme, je dirais. On est en perpétuelle recherche de l'équilibre, de l'optimisation, de la satisfaction client, de la résolution au premier contact, et puis bien entendu, derrière, la réduction des coûts, l'optimisation, etc. Donc ça, moi, ça fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus de 20 ans que je suis dans ce secteur d'activité. Ça fait plus de 20 ans que les gains attendus et les enjeux sont inchangés. Mais ce que l'on constate aussi, c'est que l'IA et l'IA générative particulièrement apportent des ambitions décuplées. Alors moi, j'ai apparenté ça à la quête du Graal, après laquelle nous tous autour de cette table ronde, nous courons. Donc je passe la parole à Olivier qui va nous parler de la démarche. Particulièrement, je fais un petit rappel. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser par le chat, et puis nous y répondrons en fin de présentation pour ceux qui sont arrivés un petit peu après l'intro. Olivier, c'est à toi la parole. Merci. Donc, comme on le disait, comme tu le rappelais, les fondamentaux ne bougent pas. Alors, du côté de Oswego, comment on travaille sur le sujet? En gros, depuis 2 ans et demi, 3 ans, on avait commencé à être interpellé sur des sujets qui étaient surtout autour du chatbot et des voicebots aussi, plutôt sous un angle, voilà, on a envie de faire ça, on a envie de se lancer là-dedans, mais comment ça marche, quels sont les fournisseurs et ainsi de suite. Donc, ça fait quand même déjà, comme je le disais, plusieurs années qu'on est sur le sujet, qu'on a pu accompagner différentes entreprises dans cette démarche. Assez rapidement, ce qu'on a compris, alors j'avais fait un séjour en Inde où j'avais rencontré des gens qui travaillaient sur des applications pour l'expérience client à base d'intelligence artificielle. Et en fait, ce qu'on a vite compris, c'est qu'il y avait beaucoup d'applications possibles de l'IA générative et de l'IA en général. Et donc, on a un peu renversé la démarche depuis maintenant 1 an avec nos clients en disant, OK, on veut faire de l'IA, vous avez des moyens pour investir sur ce sujet-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un sujet presque numéro 1 pour l'investissement dans les systèmes, dans les entreprises. Et donc, posons-nous la question en amont de qu'est-ce qu'on en attend et par quel levier ça va être le plus intéressant pour vous. Alors, si on peut avancer sur la page suivante, Arnaud. J'ai fait 2 rappels ici. Je vais commencer par celui qui est en bas à gauche. Donc, l'IA générative, en gros, si on simplifie, c'est un outil qui peut comprendre et produire du contenu. Et quand on dit du contenu, on est bien d'accord, c'est tout type de contenu. Moi, je viens de voir une application un peu stupéfiante où c'est sur une équipe de support et post-appel avec le support technique, on génère une vidéo quasiment sur mesure qui prend en compte le contexte de l'appel, qui est un espèce de tutoriel qui est envoyé, le lien vers la vidéo est envoyé au client post-appel pour bien confirmer la manipulation qui a été faite ou qui serait à refaire éventuellement. Donc,
on a toute cette partie générative. Alors, bien sûr, c'est le voice bot, c'est le chatbot, mais il y a d'autres applications de l'IA générative. Et puis, on a aussi l'IA analytique. Et ça, c'est très important de le garder à l'esprit. On en parle un peu moins aujourd'hui, vous l'avez compris. Mais l'IA analytique, elle vous permet d'aller dans tout ce qui est analyse, prévision, modélisation. Et tout de suite, je monte sur le schéma qui est au-dessus avec le workforce management. Et je sais qu'il y a parmi vous des gens du workforce management, des spécialistes, dont Rémi notamment. Aujourd'hui, voilà, c'est un domaine où utiliser l'IA analytique va permettre des progrès certainement très importants. Mais si je vais dans les autres domaines sans être exhaustif, les compétences, bon, on avait déjà les outils de Learning Management System qui se mettaient en place depuis quelques années. Dans le domaine de la qualité, tout ce qui est gestion des feedbacks, et ça, je sais que Frédéric vous en dira certainement un mot tout à l'heure, mais aussi le quality monitoring. Hein. Je pense que vous avez commencé à découvrir qu'il y a des outils qui peuvent faire le quality monitoring à la place de nos agents de qualité, mais surtout on peut faire le quality monitoring quasiment sans limite. C'est-à-dire on peut auditer aujourd'hui 100% des appels au travers de nos politiques et des structures de nos quality monitoring. La mise en relation avec les solutions omnicanales. On vient de faire justement, et ça va être diffusé dans quelques jours, une revue de quelques solutions omnicanales. Sujet central dans les roadmaps, qu'est-ce qui ressort le plus? C'est l'intégration ou le développement de ce qui est déjà intégré en termes d'intelligence artificielle. Et vous verrez, ça ne concerne pas que le chatbot et le voicebot que j'ai gardé au centre parce que ça, c'est la customer, c'est l'expérience client, c'est là que ça se passe, c'est là que se noue le contact et donc des outils dont vous entendez beaucoup parler. Donc, je fais cette revue pour dire que aujourd'hui, l'IA générative ou analytique, elle peut vous aider dans à peu près tous les domaines du jeu du centre de contact. Vous allez même entendre parler d'IA qui génère des plans d'action dédiés pour des conseillers clients en fonction des résultats qu'ils obtiennent, de leur performance et ainsi de suite. Donc, on vient même prendre des briques du management. Donc, ça va vraiment très loin. Donc, on arrive à un moment où on n'est plus en train de se demander si on doit investir dans l'IA. C'est devenu une évidence pour vous tous, j'imagine. Mais la question qu'on doit se poser, c'est plutôt dans quelle application de l'IA, vu le choix, on devrait faire porter nos efforts. Et nous, la démarche qu'on a adoptée avec nos clients, qui encore une fois viennent souvent nous voir par le sujet du voicebot ou du chatbot ou les deux, c'est de dire, posons-nous un instant et regardons où est-ce qu'on devrait investir. Dans votre fonctionnement, évidemment, il y a le contact client, voicebot, chatbot, ça nous parle tous, mais il y a tout un tas d'autres domaines dans lesquels on peut utiliser l'IA pour améliorer votre fonctionnement et votre expérience client. Et donc, pour être aussi efficace que l'IA sur le sujet, nous, on a recommandé une méthode depuis longtemps qui est une méthode d'analyse par benchmark avec les meilleures pratiques. Et du coup, on en a fait, il y a maintenant 1 an et demi, on en a fait une application qu'on met à votre disposition qui s'appelle Oswego Audit. On n'a pas fait beaucoup de marketing, je dois dire, sur le naming de cette application. Le principe, c'est que vous allez pouvoir assez rapidement, en général, ça prend 2 ou 3 semaines maximum, vous, votre équipe, les gens avec qui vous avez l'habitude de travailler, mais ça peut aussi être des gens qui viennent d'ailleurs dans l'entreprise ou d'ailleurs dans votre groupe ou même de l'extérieur. Vous pouvez les embarquer puisque c'est une application qui est collaborative. Vous allez pouvoir mesurer votre performance opérationnelle, là, la manière dont vous fonctionnez sur 272 points de contrôle. Et ça, c'est rangé. Alors, d'un côté, le workforce management et dans le workforce management, la planification, le dimensionnement dans les opérations, vous allez trouver la qualité, la manière dont sont managés vos gens, dont vous gouvernez vos opérations. Ça prend en compte la dimension ressources humaines. Je ne vous fais pas toute la liste, mais vous avez vraiment une lecture de tout ce qui se fait dans votre centre de contact. Et donc, première étape, vous paramétrez votre audit. Deuxième étape, avec votre équipe, vous le réalisez, vous le suivez l'avancement. Et dès que vous clôturez votre audit, vous accédez immédiatement
aux livrables qui vont vous permettre, ça c'est un vrai screenshot que j'ai un peu adapté pour le placer dans la présentation. Vous avez un rapport qui fait à peu près 70 pages. Vous allez découvrir visuellement où est-ce que vous avez des axes d'amélioration, des faiblesses et où sont vos points forts. Et ça, on peut passer à la page suivante si tu veux bien, Arnaud, merci. Ça, c'est vraiment l'idée forte de dire, voilà, maintenant je sais que ma qualité, c'est quelque chose que je peux améliorer dans la manière dont je le fais. Là, j'ai des marges de manœuvre importantes. À partir du moment où on a identifié sur quoi on veut travailler, l'étape suivante que vous allez pouvoir mener, c'est de définir sur quels sont les outils qui, avec de l'IA, qui répondent à cet enjeu-là, et puis rentrer dans une logique de consultation, d'études, peut-être de POC, pour voir si vous pouvez mettre en place ce type d'outils. Et donc, dernière étape, la mise en place et l'intégration des outils intégrant l'IA dans vos opérations, dans vos relations clients. Un autre enseignement qu'on a eu au fil du temps sur ce sujet de l'IA, c'est que effectivement, c'est un gros levier pour améliorer nos performances et, comment dirais-je, la qualité de vie et la qualité de vie de nos clients et leur expérience client, ça c'est évident. Mais c'est aussi quelque chose qui modifie beaucoup le fonctionnement des organisations. Passer directement de G1 SVI et des conseillers clients qui répondent au voice bot, c'est peut-être un schéma qui est un peu trop perturbant pour vos équipes et potentiellement pour vos clients. Et donc, ce qu'on a appris en travaillant là-dessus depuis quelques années maintenant, c'est qu'il faut trouver des étapes qu'on va accomplir. Et typiquement, dans l'exemple que je viens de citer, la première étape, c'est peut-être de remplacer votre serveur vocal interactif par un serveur vocal interactif qui est piloté par une intelligence artificielle qui maîtrise parfaitement la reconnaissance vocale et qui va avoir une compréhension approfondie de ce que le client demande. Une deuxième étape, c'est certainement d'accompagner les conseillers clients grâce à l'IA, d'améliorer la qualité de leurs réponses en leur fournissant d'une manière très interactive de la bonne information. Et puis, une étape peut-être ultime, certainement, c'est de se dire, je crois que Frédéric y reviendra, on va mettre telle catégorie d'appel, on s'en occupe plus, c'est l'IA qui répond. Mais vous voyez, quand vous arrivez à ce stade-là, je laisserai Frédéric confirmer les chiffres, mais on parle de 5 à 20% des contacts qu'on est capable de traiter avec l'IA selon les activités, les configurations. Mais quand vous arrivez à ce niveau-là, on parle quand même de 5 à 20% de votre personnel dans vos centres de contact pour lesquels il va falloir se dire qu'est-ce qu'ils font après, qu'est-ce qu'ils deviennent. Donc, il y a un schéma à suivre, je crois. Il y a des étapes à franchir et il faut aller graduellement vers l'installation complète de ce type de service. Voilà ce que je voulais vous présenter ce matin. Et je vais passer, je pense. Merci Olivier pour cette approche conseil et surtout très pragmatique pour mettre en œuvre de nouvelles solutions et faire évoluer vos centres de contact. Frédéric, oui Frédéric, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire côté éditeur et puis tu vas surtout, je crois, nous donner quelques exemples concrets. Ouais, c'est vrai qu'en préparant cet atelier qu'on fait ensemble, tu m'as dit, voilà, moi je vais donner un petit peu la vision macro, Olivier va parler de la stratégie, comment on doit déployer l'IA dans son entreprise, et moi en fait, j'essaierai de vous donner en fait l'aspect éditeur, qu'est-ce qu'il y a comme solution, en fait d'essayer de vous ouvrir un petit peu les chakras sur ce qu'il est possible de faire, et donc j'ai sélectionné à peu près une dizaine d'usages concrets, et c'est vrai qu'après aussi on a échangé, on s'est dit, mais oui, Olivier parlait tout à l'heure de vidéo on demand, ça c'est des tendances qui
arrive. Et donc, j'ai essayé de vous lister aussi 4, 5, 6 tendances à venir qui vont arriver très, très vite, puisqu'en fait, on le voit bien, l'intelligence artificielle, c'est pas une question d'années, c'est une question de semaines, voire de mois. Et nous, en tant qu'éditeurs, on essaie toujours de choisir les bons usages et de vous apporter des solutions qui soient vraiment adaptées. Donc là, on va commencer par le concret. Donc, sur la slide juste après, j'ai essayé de vous dire, voilà, qu'est-ce qu'on va véritablement trouver de manière concrète. La première chose, c'est que je vais quand même toujours un rappel là-dessus. Il faut toujours penser à l'IA classique. Souvent, on parle d'IA générative. C'est vrai que ça fait un petit peu rêver. C'est des technologies qui sont super puissantes, mais l'IA classique n'est pas morte, puisqu'en fait, elle est beaucoup moins chère. Souvent, elle est propriétaire. En plus, chez Locan, nous, on a notre propre moteur, donc c'est plus simple à déployer, c'est plus rapide et ça offre le même niveau de performance et ça, des capacités de traitement qui sont similaires, voire supérieures dans certains cas. En plus, le coût écologique est beaucoup moindre. Donc, l'IA classique, toujours intéressante, par exemple, pour les callbots. Et on utilise toujours de l'IA classique parce qu'il y a des temps de réactivité qui ne sont pas encore au niveau pour la partie IA générative. Donc, grosso modo, tu disais très justement, Olivier, lorsqu'on met en place du callbot, on peut comme ça digitaliser et self-cariser 5 à 15% des appels, en particulier des FAQ, des appels polluants. Comme tu l'as dit, il faut vraiment identifier les appels polluants qu'il faut éliminer, les appels à automatiser qui n'ont pas de valeur, garder les appels à valeur pour les agents et avec le temps qui a été libéré, tout simplement faire de l'appel proactif, remercier les promoteurs, faire des appels cocooning, etc., etc. Deuxième chose, bien sûr, l'analyse sémantique pourrait faire une analyse omnicanale. Donc, en fait, on va analyser non seulement les chats, les mails, les appels téléphoniques, comme tu disais, 100% des appels peuvent potentiellement être analysés. Vraiment une richesse très, très importante pour déterminer à la fois des plans d'action macro, c'est-à-dire dans mon parcours client, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, selon mes actions que j'ai menées de formation, des actions sur la digitalisation de certains process, etc. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça a eu un impact ou pas? Et bien entendu, cette fameuse IA sémantique peut également analyser d'aiguille dans la botte de foin, c'est-à-dire détecter des signaux faibles qui sont soit très positifs, soit très négatifs et faire de l'alerting. Enfin, il y a bien sûr l'analyse des sentiments qui permet tout simplement de vérifier si un client, par exemple, au centre de contact, nous, dans notre solution d'email, c'est ça. Donc, si la personne envoie un message et que l'email a une tonalité très négative, et ben à ce moment-là, il faut le traiter en priorité parce que plus tôt on traitera cette insatisfaction, mieux ça sera. Donc ça, c'est les trois premières choses. Rappel sur ce que peut faire l'IA classique. Ensuite, on va passer bien sûr, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'IA générative, en particulier l'IA générative conversationnelle. Alors, tu l'as dit très justement, Olivier, les chatbots, maintenant, quasiment tous sont avec de l'IA générative. Alors, nous, ce qu'on recommande, c'est mixer les deux. C'est-à-dire que vous avez l'IA classique qui est là pour répondre aux questions un petit peu Sam, je veux une démo, je vais t'appeler. Là, on veut absolument que ce soit une réponse type et formatée qui soit faite. Donc là, il faut de l'IA classique. Mais par contre, pour les autres réponses, qu'est-ce que vous voulez? Et ben à ce moment-là, on peut lui donner à manger des FAQ, des fichiers, des PDF, des pages de site web, etc., etc. Et là, en fait, c'est super efficace parce qu'on n'a plus de limitation. Avant, quand on devait créer 50, 100 FAQ ou demandes sur un chatbot, c'était très compliqué. Maintenant, avec l'IA générative, eh ben, ça se prend quelques secondes. Donc, on a des temps de déploiement qui ont été véritablement réduits de quelques, on va dire, un mois, 2 mois à quelques semaines et avec une efficacité quand même qui est quasiment l'identique à celle que l'on pourrait avoir avec une IA classique. Là, on a un exemple assez intéressant avec Hublot, qui est une entreprise qui est dans le domaine de la gestion locative en ligne. Et c'est vrai qu'ils se rendent compte que le bot fait 8 fois plus de leads que la page de contact. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est efficace et qui convertit. Le deuxième point, c'est bien sûr le chatbot à usage interne. L'IA générative, c'est vrai qu'au départ, tu disais, Olivier, très justement, ça peut être un gap qui est un peu élevé à passer. Par contre, si vous mettez à disposition de vos agents, de vos conseillers, un chatbot en IA générative qui va aller analyser par exemple les FAQ, les fiches produits, etc. Ça évite d'aller naviguer dans 50 000 fiches produits et de chercher l'information. Très utile pour les conseillers qui viennent d'arriver dans l'entreprise. Et là, en fait, c'est vraiment ce premier gap. On teste en interne, on se dit, ouais, c'est bon, ça va. J'arrive en fait à avoir une qualité de réponse correcte. Et ensuite, je vais pouvoir le passer en fait aux clients finaux. Et là, en fait, il y a la CC de Paris qu'on verra lors du CX Paris en mi-juin, qui nous donnera un bon retour d'excellence là-dessus sur la mise en place d'un chatbot à usage interne. Le SVI langage naturel, tu disais, Olivier, c'est peut-être un petit peu un gap important de passer du SVI taper 1, taper 2 au callbot qui va essayer de répondre en selfie à une partie des demandes. Donc, la première étape, c'est le fameux SVI langage naturel où c'est le client qui va poser sa demande
Et donc, c'est le logiciel qui va essayer de comprendre. Et généralement, on a des très bons taux de reconnaissance. Et surtout, après, on va pouvoir transférer et réduire les erreurs de transfert ou les gens qui ont mal tapé, qui se retrouvent coincés, qui sont vers différents services. Ça disparaît enfin, quasi disparaît avec ce genre d'outil. Le mailbot aussi, ça c'est important parce que ça permet de gagner du temps sur la gestion des mails, qui est souvent le premier canal avec le téléphone. Donc, en fait, l'intérêt, c'est de pouvoir, par exemple, faire des réponses personnalisées. Encore une fois, on s'adressera aux agents qui sont plutôt juniors, qui viennent d'arriver ou qui ont des difficultés en orthographe. Et là, c'est vrai que pour eux, ça les aide. Pareil, si on fait des avis sur les réseaux sociaux. Voilà, ça, c'était l'IA générative conversationnelle. Pour la slide d'après, j'ai été un petit peu sur la partie vocale. Tu l'as dit, c'est une vraie révolution de pouvoir prendre la voix, faire des résumés qui font vraiment gagner un temps fou. Parce qu'on voit bien que les agents, dans le temps de traitement, ils prennent l'appel et ensuite il y a ce fameux traitement après l'appel, traitement post-appel, où il faut un petit résumé. Généralement, ils prennent des notes, des abréviations qui sont pas très exploitables. Désormais, en fait, on peut prendre la conversation, la résumer. L'agent peut la modifier parce qu'il a ajouté des petites choses en plus où le bot ne peut pas avoir forcément tout compris. Et là, hop, on va pouvoir avoir les infos. Puis surtout, on peut demander dans le prompt quelles ont été les bonnes actions, quelles ont été les prochaines actions à mettre en place, etc. Et ça, après, on va pouvoir les analyser également avec les solutions d'analyse sémantique. Donc, ça fait une richesse supplémentaire qu'on va pouvoir intégrer. Et tu l'as dit, le quality monitoring, ça, c'est un gain de temps à la fois pour la partie écoute, puisqu'en fait, comme la conversation est déjà écrite, c'est beaucoup plus simple de lire une conversation que de l'écouter à chaque fois. On peut aussi faire de la détection de conformité. Est-ce qu'on a bien dit qu'il fallait recevoir, qu'il y avait un délai légal de réflexion? On peut vérifier si la personne a bien dit bonjour, bonsoir, etc. Si elle a mis la musique d'attente. Bref, toutes ces choses-là, en fait, qui sont compliquées à gérer manuellement, qui sont faites sous forme de picking, vont pouvoir être systématisées pour coacher les personnes et vérifier qu'après, par exemple, une formation, en fait, ça a bien donné des effets dans la réalité. Alors, dans la slide d'après, je parlais aussi d'un point qui était important, c'est l'accueil. L'accueil client, et c'est vrai que beaucoup de nos clients nous disent, OK, vous avancez beaucoup sur les technologies, mais on est toujours sur des voies un petit peu robotisées. Et c'est vrai que ça a été un point de départ de mettre en place les voies en IA générative. C'est-à-dire qu'on a des voix qui sont totalement naturelles. On a une bibliothèque d'une trentaine de voix. Là, vous aurez un lien pour les tester, les écouter. Ça va de la voix très classique, la voix de jeune, à la voix, on va dire 36-15 pour ceux qui sont assez vieux pour s'en souvenir. Donc des voix voilà, qui permettent d'avoir un accueil qui est personnalisé. Et on peut même aller jusqu'à personnaliser la voix pour l'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'IA générative, une fois qu'on a cloné une voix, donc on pourrait très bien prendre la voix de Serge pour dire bonjour, bienvenue à l'accueil du service technique de chez Engie, et on pourrait cloner sa voix. Je suis Serge Martin, mes équipes vont répondre à votre demande dans quelques minutes. Et surtout après, on peut après le faire en multilangue, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a cloné une voix, on peut faire du français, de l'anglais, ce qui peut avoir de la cohérence partout dans l'entreprise, quel que soit le secteur d'activité. Voilà. Alors le dernier point que je voulais voir ensemble, c'est sur la slide d'après, c'est les applications à devenir. Donc, tu l'as dit très justement, la vidéo générée par l'IA. Donc, je pourrais regarder la petite vidéo YouTube. Je me suis cloné et je parle français, anglais, allemand, russe, japonais. Donc, la vidéo générée par l'IA, c'est le next step d'après. Le reporting langage naturel aussi, c'est ce que vous voyez juste en dessous. J'ai un reporting classique, mais en complément, je peux dire quels sont mes clients qui sont pas contents, etc., etc. La next best action et puis les callbots en IA générative, l'analyse des émotions vraiment évoluées. Voilà. Donc voilà, c'est nous ce qu'on voit arriver dans les 6, 9, 1 an à venir. Voilà. J'espère, Olivier, avoir répondu aux interrogations que tu m'avais dit pour donner un peu de perspective et d'aspect concret. Tout à fait. Merci Frédéric pour ce côté pragmatique également et prouver ce qui marche bien aujourd'hui. Je vais passer la parole à Serge, et côté utilisateur, côté centre de contact. Qu'est-ce que vous proposent également tes partenaires? Où on en est aujourd'hui? Quelles sont tes attentes? Voilà, si tu peux nous en parler un petit peu. Et j'en profite aussi pour rappeler que vous pouvez poser des questions par le chat. Avec plaisir. Merci Arnaud. Alors, pour l'instant, Frédéric, on ne clone pas encore ma voix pour le service client. Parce qu'on a 2500 conseillers et conseillères qui ont des voix magnifiques. Mais effectivement, tu as raison. J'ai vu récemment une démonstration de clonage de voix qui ressemblait beaucoup plus à un humain qu'à un Mappy il y a encore quelques années.
et dans différentes langues. Ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui par rapport aux échanges qu'on avait eus avec les différents intervenants, c'était et on l'a vu avec les interventions de Frédéric et Olivier, c'est que l'IA ouvre de magnifiques perspectives. Alors dans les perspectives, il y a beaucoup de positifs, il y a beaucoup d'espoir, et puis il y a aussi certainement quelques craintes que peuvent avoir les équipes, et j'y reviendrai, parce que je pense qu'il y a une notion d'accompagnement du changement, du sujet qui est extrêmement important, que ce soit dans nos équipes internes ou du côté de partenaires. Ce que je peux vous dire, c'est que chez Engie, l'IA, alors qu'elle soit générative ou non, est déjà une réalité. Une réalité dans la relation qu'on met en place et qu'on veut accessible pour nos clients. Et on considère que l'IA est vraiment un formidable outil pour améliorer à la fois l'efficacité, la qualité et la personnalisation des services qu'on apporte aux clients. Et je pense que cette notion de personnalisation est extrêmement importante. L'IA on parle de semaines, de mois, d'années, nous aider à savoir beaucoup plus rapidement durant l'appel quel est le profil du client, qu'est-ce qu'il nous a demandé hier, quelles seraient potentiellement ses attentes de demain, libérer un petit peu le conseiller, d'aller chercher dans les outils, dans le CRM, dans les bases de co, toutes les infos pour refaire l'histoire, et donc lui permettre d'avoir plus de temps et d'apporter à nos clients des services, des options, des équipements plus personnalisés. Pour ça, parce que le sujet est quand même complexe, on s'est organisé en interne autour d'équipes dédiées, de partenaires compétents et innovants, parce que nous ne sommes pas des professionnels de l'IA, on a besoin de partenaires pour nous aider, et puis d'une gouvernance, ça c'est extrêmement important, de données sécurisées et éthiques. On souhaite chez Engie que cette IA ne se fasse pas au détriment de la sécurité des données personnelles de nos clients. Et donc, il y a une notion sécurité des opérations, RGPD et éthique. Alors, quelques cas d'usage que je me suis listé. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui qui est déjà en place? L'IA, nous permet d'analyser encore plus finement les retours de nos clients et donc faire progresser la qualité de service. Ça a été partagé précédemment, c'est tout ce qui est quality monitoring, entre autres. Ça veut dire que nous arrivons à passer d'une logique de picking, où sur quelques millions d'appels que nous recevons chez Engie chaque année, on faisait des pickings sur quelques dizaines, quelques centaines de milliers, dans le meilleur des cas. Demain, cette logique de picking, et maintenant, dès aujourd'hui, et encore plus demain, sera élargie pratiquement à l'ensemble des contacts qu'on a, pour apporter encore une fois encore plus de qualité à la fois à nos clients, et apporter cette qualité à nos clients en faisant progresser encore mieux et apportant les éléments de formation nécessaires à nos conseillers. L'IA, elle nous permet quoi dès aujourd'hui? Elle nous permet aussi d'analyser dans nos CRM encore mieux les consommations de nos clients et potentiellement les alerter s'il y a une surconsommation. Encore une fois, on a vraiment fait un step énorme. Il y a quelques années, le conseiller devait aller dans les outils, dans SAP, voir les consommations, se dire ça a augmenté, ça n'a pas augmenté, il a fait plus chaud, il a fait moins chaud, parce que l'énergie est très liée au climat. Aujourd'hui, l'outil le fait automatiquement, pratiquement en temps réel pour le conseiller, et va à la fois donner l'info au conseiller et puis pousser cette info au client en lui disant attention, monsieur, madame, votre consommation a augmenté, on est à votre disposition, on peut vous aider, travaillons le sujet ensemble. L'IA nous aide aussi à retranscrire et analyser les appels. Ça rejoint le sujet de quality monitoring et de speech analytics, qui nous permet à la fois d'apporter plus de qualité, encore une fois, je l'ai partagé à nos clients via nos conseillers, et puis aussi d'aller chercher dans les retours clients, dans les verbatim, entre autres sur les enquêtes de NPS, des éléments d'humeur ou de climat. Donc, on a classé les émotions en termes de « je suis content », vous m'avez accompagné, au contraire, ça n'a pas été peut-être assez simple ou ça n'a pas été complet. Et on va analyser l'ensemble des verbatim avec 4 codes couleurs qui nous permettent chaque semaine d'avoir un peu une météo et une température, de dire, voilà, cette semaine, nos clients sont plutôt satisfaits de tel point, tel point, tel point, bravo. Par contre, on a 1 ou 2 points qui sont, eux, en retrait. Donc, comment, collectivement, on va les travailler ensemble. Et puis, le dernier cas d'usage que je me suis noté, c'est que l'IA nous permet aussi de pré-rédiger des réponses et encore plus personnalisées avec des contenus qui sont en lien avec les besoins et les comportements des clients. Pré-rédigés, entre autres, sur des mails. On a réussi nous ne sommes pas les seuls, nous en avons conscience, très modestement, à isoler des mails sur le canal email, un de nos 5 canaux de contact, des emails plutôt simples,
Alors, jamais simple, mais plus simple que les autres. Et sur ces simples, on n'a pas un chatbot ou un chat mail, on a l'IA qui va venir pousser une réponse à notre conseiller. Donc, le conseiller reste maître. Et là, il convient parfaitement, il va cliquer. Il y a un gain en termes d'orthographe, de DMT, donc de productivité et de qualité de formulation. Soit il va considérer qu'il y a peut-être 90% qui lui conviennent et puis va pouvoir ajouter 2-3 mots, 2-3 phrases. Soit au contraire, il se dit, bah, la machine, et ça arrive, elle n'a pas compris ce que voulait le client. Et dans ces cas-là, il y a une boucle vertueuse, ça repart à la machine, c'est auto-apprenant, et la fois suivante, on espère que la machine apporte une réponse plus précise. Bon, ça, c'est les quelques cas d'usage que je voulais partager avec vous. Et puis, je l'ai partagé, on continue à travailler sur tout ce qui est speech analytics, parce qu'il y a vraiment une capacité d'analyser dans le détail le fond, la forme, la voix du client, la voix du conseiller. Donc, on est à la moitié du chemin. Alors, malgré tout, et c'est un point qui a été abordé par toi, Frédéric, il me semble, il peut aussi y avoir des craintes, c'est-à-dire quels seront dès aujourd'hui et encore plus demain les impacts de l'IA sur l'humain au sens large et potentiellement la masse salariale nécessaire pour répondre à nos clients. Nous, la conviction qu'on a chez Engie, encore une fois, c'est une conviction qui n'engage que nous, c'est qu'on ne croit pas à la substitution de l'humain par la machine. On pense plutôt qu'il y aura un rôle de copilote de l'IA qui permettra demain au conseil de se libérer du temps sur des tâches simples, voire extrêmement simples et souvent sans valeur ajoutée, et lui permettre de se libérer et d'être encore plus focus sur l'empathie, l'écoute, l'accompagnement et le conseil. Donc vraiment, donner toute cette partie un peu moins intéressante, où le conseiller qui est compétent n'a pas une grosse valeur ajoutée, et lui libérer du temps pour l'accompagnement. Et dans notre métier chez Engie de l'énergie, l'accompagnement est extrêmement important dans un système qui est très réglementé, qui est complexe. On sort d'une crise de l'énergie qu'on a tous vécu et subi, avec des lois qui sont mises en place, des boucliers. Et donc, on veut que le conseiller puisse avoir un aspect très didactique par rapport au client, lui expliquer, avoir pouvoir le rassurer, parce que de temps en temps, les factures bougent, évoluent, et le client a besoin d'être rassuré. Et puis, le guider, encore une fois, notre ADN, c'est le guider dans une transition énergétique active. Comment je peux avoir un équipement, une solution, une option qui me permet de mieux et moins maîtriser via une maîtrise de ma consommation et un pilotage de ma consommation. Donc ça, c'est extrêmement important. Il y aura certainement des impacts, mais on ne croit pas à la substitution de l'humain par la machine. Et puis après, nous, je vous l'ai dit, côté grand public, on travaille à la fois avec de nos équipes internes et puis à la fois avec des partenaires. Et on voit aussi comment nos partenaires abordent le sujet. Et comment je schématiserai la question? Je pense que nos partenaires BPO, donc prestataires de services, sont vraiment au cœur d'un triptyque. Ils sont à la fois entre le client final, et il faudra que ce qu'ils mettent en place corresponde aux attentes du client final, sans aller trop loin non plus. Ils sont en lien direct avec le marché, tout ce que Olivier, Frédéric, vous avez proposé. Qu'est-ce que les partenaires, les BPO vont prendre pour mieux s'équiper en termes d'IA? Et puis, le triptyque, c'est aussi le donneur d'ordre, c'est nous, Engie, c'est quelle est notre vision de l'IA, comment on ingère l'IA et qu'est-ce qu'on veut en faire. Donc, ce rôle de BPO va vraiment être au centre. Et nous, on a besoin, on compte sur nos partenaires pour nous accompagner, nous proposer de la valeur ajoutée, et puis, sans déflorer aucun mystère, aucune confidentialité, nous dire, il y a des choses qu'on a pu tester, qui marchent ou qui ne marchent pas. Le dernier point que je souhaitais partager avec vous, c'est que je pense également que le fait que l'IA va par définition recentrer nos et les conseillers sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et potentiellement plus complexes. Il y aura certainement des évolutions dans les recrutements demain. Qu'est-ce qu'on attend d'un conseiller client, que ce soit en interne ou chez les partenaires? On attendra certainement des conseillers plus compétents, plus techniques. Et donc, le recrutement va devoir s'adapter également à ça. Donc, je pense que pour ces différentes raisons de recrutement et de management, l'accompagnement du changement sera extrêmement important. Et là, on revient sur l'humain. Et le rôle du manager en centre de relations clients demain devra être de bien expliquer, de donner du sens, de contextualiser tout l'apport de l'IA, l'apport positif
pour le conseiller et pas au détriment du conseiller, mais pour la valeur à nos clients. Et puis, peut-être, alors, je disais un dernier point, un avant-dernier point. Là, c'est mon dernier point. C'est, je pense qu'on a vécu côté partenaire, prestataire de services, plusieurs années de très forte consolidation sur le marché, énormément de positions, des chiffres d'affaires extrêmement importants. Je pense que l'IA générative, entre autres, apportera peut-être demain des clés un peu différentes de différenciation. Peut-être qu'il y a des partenaires de très grande taille ou de taille un peu plus middle market qui pourront, grâce à ces sujets, arriver à se différencier un peu fort. Et peut-être que l'IA, bien intégrée, bien utilisée, sur les bons cas d'usage, avec les bons donneurs d'ordre et pour les bons clients, constituera demain peut-être un facteur encore plus fort de différenciation pour certains partenaires. Donc voilà, j'ai essayé de résumer ce que je souhaitais partager avec vous. Et je pense que après Arnaud, à la fin, nous aurons un temps de questions-réponses pour répondre à vos potentielles questions. Voilà, il y a déjà quelques questions qui arrivent, fort pertinentes. On va revenir dessus. En tout cas, moi, j'ai bien noté, et ouf, l'humain est irremplaçable, malgré toutes ces belles solutions technologiques. Alors, on avance, ça avance vite, ça avance très vite. Nous, on a la chance d'avoir ton témoignage, Engie, qui est quand même, pour moi, une machine de guerre incroyable. Mais il faut savoir que ce que toi, tu analyses, que vous analysez avec tes partenaires, dans le cadre de très très forte volumétrie de grandes entreprises, est aussi adaptable à des tailles d'entreprises moins importantes, des ETI, voire des PME. Hein. Voilà. Donc, c'est un peu comme en Formule 1, ce qui est testé sur les machines de course peut être appliqué ensuite sur les machines grand public, les voitures grand public. Donc, pour passer par rapport à tout ce que vous avez dit tous les trois, on a noté quelques points d'attention. Déjà, de, de l'attention de chacun. Donc, il faut surtout, fort de ces belles technologies, ne pas complexifier le parcours client. Le respect du RGPD, de la sécurité des données, avec la transparence, l'éthique. Bon, je vois que chez NJ, vous y accordez énormément d'importance, mais il faut se méfier parce qu'à partir du moment où on va chez les technologiques à droite, à gauche, voire certaines qui sont ouvertes vers l'extérieur, ça peut apporter quelques biais. Et un autre biais, alors là, qui est purement IA générative, c'est la réplicabilité des méthodes. Je m'explique. Si chacun passe par ChatGPT et fait tient le même discours, de la marque, ça ne créera plus d'évolution, tout le monde dira la même chose. Donc, il faut quand même garder la subtilité de votre marque, de votre identité. Ensuite, bien connu, la consommation des données, l'empreinte écologique des data centers, cybersécurité, sécurité, etc. Donc, c'est important. Et après, une question vachement importante, d'ailleurs, elle a été posée, le coût et le ROI. C'est les solutions technologiques autour de l'IA générative, mais je pense que c'est Frédéric qui est bien au fait de tout ça, coûte très cher et le ROI n'est pas forcément à la clé. Hein, et parfois, il vaut mieux effectivement garder un contact humain plutôt que de vouloir mettre de la techno à tout prix. Voilà, petite subtilité. Moi, j'ai dénombré plus d'une cinquantaine de startups créées depuis 2020 autour de l'IA et surtout l'IA générative ces dernières années. Elles ont toutes leur pertinence dans leur secteur d'activité. Hein. Elles se targuent toutes de faire de la relation client, ces 50 startups. Le tout, c'est de choisir celle qui est le plus adaptée à votre contexte, à votre besoin. Et parfois, un discours qui intéresse beaucoup Frédéric et encore, parce qu'on a beaucoup parlé en préparant ce webinaire, c'est tout ce qui est low-tech. Voilà, donc très bien l'IA, très bien l'IA générative, mais on est vraiment dans une phase de transition et vraiment faisons attention à ce que l'on fait.
Ça, je ne vais peut-être pas tellement m'étendre dessus parce que c'est un petit résumé de ce que ont dit les trois intervenants. C'est tout ce qui tourne autour de l'IA, je dirais, traditionnelle, le traitement des emails, les interactions clients. Bon, bah, il faut savoir que le traitement des emails, il y a des spécialistes, d'ailleurs, il y en a autour de la table. Ça fait longtemps que ça existe. Les réponses, le chatbot, ça fait 3-4 ans on essaie d'automatiser les réponses, donc le côté client. L'intérêt du chatbot hybride, on a largement parlé. Alors, le progrès de l'IA dans le vocal, pour moi, c'est un grand point d'intention. Le speech-to-text, c'est très largement répandu, mais on n'en est pas encore à échanger avec un robot en direct qui vous répondra des réponses pertinentes. Aujourd'hui, vraiment, côté client, ça fait encore pas un effet terrible. L'écrit parfait, le vocal, le moyen. Puis après, bon, les enjeux du RGPD, j'ai mis ça en point d'intention, mais ça peut aussi être un point d'amélioration. Ça peut, comment dire, ça peut aider à être sûr de respecter le RGPD. Voilà. Et puis, côté centre d'appel, bon, vous avez largement parlé de base de données, de calling monitoring, et puis de management du centre d'appel, de génération de graphes. Voilà, donc aujourd'hui, c'est tout ce qui est en cours, c'est tout ce qui s'améliore à la vitesse en V. Comment on vous accompagne pour la mise en œuvre? Combien de temps faut-il pour ça? Alors après, ben, vous avez bien compris que chaque cas, vous avez chacun un cas particulier, donc il faut identifier les besoins, il faut faire un état des lieux, il faut les valider ensemble, ça, bon, ça se fait sous un mois, il faut sélectionner les prestataires les plus à même de répondre à vos attentes. Donc, suivant la complexité, ça peut être de 1 à 3 mois. Et on estime qu'au bout de 3 mois, on peut commencer à déployer la solution et vous accompagner sur les VABF et les VSF. Sachant qu'après, c'est un éternel recommencement parce que ça progresse très, très vite, comme chacun l'a dit autour de cette table. Et donc, il y a toujours de nouvelles innovations. Donc, voilà, chaque projet est différent. Et donc, tout ceci pour vous dire que nous nous tenons pour vous parler plus des solutions. Alors, on a tenu vraiment à rester au niveau fonctionnel, sans parler des prestataires, sans parler de ce que font chacun. Mais il y a, comme on l'a dit, des solutions magnifiques qui sont développées et créées. Voilà, Frédéric, Olivier et Serge, chacun un petit mot de la fin. Ah, mon micro est ouvert cette fois-ci, alors je commence si vous voulez. Bon, merci à tous pour votre participation ici et puis vos questions très intéressantes. On va tâcher d'y répondre offline pour celles qu'on n'a pas répondu, je pense. Et je salue les gens qui viennent de regarder le replay. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Ah bah, Merci. pareil, moi, ma suggestion serait lancez-vous, testez, faites un POC, faites un pilote, parce que là, on ne peut pas passer à côté de cette fameuse vague d'IA. Et tout a été dit. On a vu qu'il y a magnifique opportunité, beaucoup de sujets, il faut être bien accompagné. Je rejoins Frédéric, ce que tu viens de dire. C'était ma volonté aussi pragmatique. Quels sont les cas d'usage? On ne veut pas partir, nous, sur 50 cas d'usage, plutôt les cibler et se dire à chaque fois quel est le ROI, encore une fois, au service à la fois de notre conseiller et puis de notre client. Merci beaucoup à tous et à toutes. Eh bien, merci aux trois intervenants. Merci à tous ceux qui ont assisté à ce webinaire. On vous en transmettra les supports, éventuellement le replay si vous voulez encore le regarder. Et puis à très bientôt. Merci encore. Merci. Merci, au revoir. Merci à tous. Au revoir.